Motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, the bad. Guy, yeah, the bad. Guy, feel you the bad. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la DTV, bienvenue dans cette ambiance survoltée au sein de l'université Cheikh Anta Diop pour cette nouvelle journée de Kaay Débattre. Nous avons ici un public fou. Applaudissez, on y va. Donnez-moi de la force. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à Kaay Débattre, 4e édition pour un match sensationnel. Deux très belles équipes qui vont s'affronter pour votre plaisir. Elles vont débattre d'un thème plus que sérieux, d'un thème plus qu'actuel, d'un thème qui va nous intéresser au plus haut point. Car c'est ce que nous faisons à Kaay Débattre. Nous donnons des thèmes, nous essayons de trouver des solutions dans une logique de cause, conséquence, solution. Aujourd'hui, nous avons la FASEG, la Faculté des sciences économiques et de gestion. Sous vos applaudissements, va affronter ce soir l'AFI, l'UE, qui est à ma droite aujourd'hui. Les deux équipes vont s'affronter sur le thème les obstacles du développement de l'Afrique, crise des institutions et problèmes de leadership. Je rappelle que le format de Kaay Débattre, c'est d'avoir 30 minutes pour convaincre. Parlez-nous d'eux et si j'étais. 15 minutes par équipe pour défendre un thème en deux volets. 10 minutes et 5 minutes pour introduire. Le tirage au sort aura donné à la FASEG l'honneur de démarrer cette partie. Alors, la FASEG, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est parti. 30 minutes pour convaincre la FASEG. Sous vos applaudissements. Kaay Débattre avec les instituts. Kaay Débattre, Kaay feel you the bad. Afrique, Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grammaire au bord de son fleuve lointain. Afrique avec sa superficie de 30,37 millions de kilomètres carrés. Afrique avec sa population d'1,3 milliard d'habitants, représentant ainsi 17,2% de la population mondiale. Cette Afrique qui est constituée pour sa plupart de sa population par la jeunesse. Ce continent qui regorge beaucoup de potentialités, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, ses ressources halieutiques et minières, mais aussi avec plus de 60% des terres arables non exploitées en Afrique. Mais avec tout ce potentiel, ce continent semble être une malédiction à travers ses ressources. C'est pourquoi beaucoup d'encre ont coulé pour trouver une solution face aux problèmes de développement de l'Afrique. Car, bien entendu, l'Afrique subit d'innombrables problèmes. La guerre civile a anéanti la République démocratique du Congo. Le Mali est ruiné depuis 1960 par des coups d'État répétitifs. Mais, conséquent de tous ces faits-là, nous nous demandons pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer. Si certains pensent que l'Afrique souffre des crises d'institutions, d'autres, par contre, pensent que l'Afrique est plutôt victime d'un problème de leadership. Cependant, selon la définition de François Pérou, le développement, c'est l'ensemble des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croire de façon cumulative et durable son produit réel global. De cette définition, nous comprenons aisément que ramener la notion du développement au strict sens économique, c'est ignorer véritablement le sens même de l'économie et du développement aussi. De l'esclavage en passant par la colonisation jusqu'à nos jours, des institutions et une structuration presque parfaite ont toujours existé pour améliorer la vie des Africains. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'en demeure pas moins pertinent de vivre sans une structuration quelconque de la société, tellement que le résultat laisse à désirer. Pour pallier à ce problème de développement, il faut reconnaître la nécessité d'avoir une
la nécessité d'avoir un leadership africain qui va nous permettre une meilleure compréhension de notre environnement dans un contexte de mondialisation, mais aussi d'avoir une nouvelle vision de l'Afrique pour qu'ensemble l'Afrique puisse décider d'une seule voix. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders qui soient capables d'entamer la refondation de l'Afrique post-coloniale, surtout en cette période du XXIe siècle qui doit rester africain. Merci beaucoup. Le changement. Un terme qui ne nous interpelle pas forcément, mais qui mérite un intérêt particulier. Du sous-développement au développement, rien ne peut être effectif en l'absence de l'essence même de ce mot. Mais encore, le changement est le fruit de la détermination et du vouloir de l'homme, qui seul est capable d'orchestrer un tel phénomène. Malheureusement, l'Afrique semble être étrangère à cette notion. En effet, des générations et des générations, qu'il s'agisse des nationalistes de première heure, des militaires de la période autocratique, des dirigeants de la décennie de l'ajustement conjoncturel ou encore des actuels dirigeants, aucune n'est parvenue à améliorer la situation de notre Afrique. L'Afrique peine à trouver une issue. Force est de constater. Il est important de voir quel comportement adoptent nos dirigeants et de quel état d'esprit ils font preuve. Force est de constater, nos dirigeants persistent dans la politique de gouvernance héritée du colonialisme, plutôt d'adopter une politique en corrélation avec notre réalité africaine. Par conséquent, nous ne serons jamais les solutionneurs de nos maux, nous ne serons jamais en mesure de décider du devenir de l'Afrique sans l'intervention de l'Occident qui, évidemment, maîtrise au mieux cette politique à laquelle nous nous attachons et qui ne nous avantage point. Oui, oui. Dans un article publié dans l'International du développement de la politique, il a été publié que les pays qui ont pu bénéficier d'un leadership éclairé ont connu un développement avancé. Tandis que ceux qui n'en ont pas pu bénéficier croupissent dans la misère et sont victimes d'une mauvaise gestion de la cité. Cette publication doit pousser notre réflexion pour voir que le problème du développement de l'Afrique, ce n'est pas seulement une crise d'institution, mais au-delà, qui est un problème de leadership. Pourquoi? Intéressons-nous d'abord du mot leadership, qui est un anglicisme, un mot qui a été emprunté à la langue française, mais qui a une définition dans la langue anglaise. Leadership, c'est la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour ensemble atteindre un objectif visé. Autrement dit, c'est la capacité d'un Africain ou des Africains à influencer et à fédérer l'Afrique pour ensemble atteindre ce qu'on appelle le développement. Mais comment on peut influencer et fédérer un groupe sans avoir la dignité, la sincérité, la fidélité, la générosité, l'hospitalité, l'honnêteté, la constance, la tolérance, la courtoisie et le courage de dire non à toute proposition qui menace l'intérêt de ta population et l'intérêt de ton génération aussi. Comment on peut fédérer, influencer un groupe pour atteindre ce qu'on appelle le développement sans avoir la maîtrise de soi, pour ne pas être le sujet qui suit l'action, mais celui qui fait l'action? Oui, parfois l'homme est l'esclave de ses envies et l'esclave de ses émotions. Et quand tel est le cas, toute décision prise sera inadmissible, voire irrationnelle pour sa population. Oui, voire subjective. C'est pourquoi
Nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders qui sera capable d'entamer la refondation de l'Afrique post-coloniale. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders qui sont capables de défendre les intérêts de sa population, comme le faisait Thomas Sankara, comme le faisait Ahmed Sékou Touré, comme le faisait Samori Touré, comme le faisait Ahmed Dennezer, comme le faisait Kadhafi. Oui. Et que serait l'Afrique si tous les dirigeants des Africains étaient comme ces gens de leaders? Que serait l'Afrique? Allez se développer. Il est clair que pour chaque sommet artificiel que l'homme crée, il crée ce qu'on appelle des valeurs. Et lorsqu'il est trop haut pour quoi que ce soit, l'émotion prend dessus. La constance de la performance est perdue. Quand l'adversité viendra, il sera indûment affecté. Oui, mais à ce stade, l'être humain a besoin de ce qu'on appelle une armure face à cette adversité et face aussi à cette émotion. Merci beaucoup à la FASEG pour cette première partie. Applaudissez très fort. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Afi Lue. En 2017, le vice-président de la Guinée équatoriale, mais aussi fils du président au pouvoir, fut condamné par, je précise, des institutions françaises pour un cas de bien mal acquis dû à des détournements de fonds et de la corruption. Notons que parmi les biens qui ont été saisis à son actif, comptait un yacht d'une valeur de 250 millions de dollars, soit 10 fois le budget de la santé publique et 17 fois celui de l'éducation nationale. Que faisaient les institutions équato-guinéennes? Aussi, je tiens à signaler que de ma naissance à aujourd'hui, soit plus de 2 décennies, la République du Congo et celle du Cameroun n'ont connu chacun qu'un seul et unique président. Alors oui, sachez-le, chacun d'eux a plus de 30 ans au pouvoir. Est-ce là un exemple de leadership ou peut-être un excès? Mesdames et messieurs, le sujet qui nous est soumis aujourd'hui est très palpitant car relève de l'intérêt de notre tendre et cher continent. Obstacle au développement de l'Afrique, crise des institutions ou problème de leadership. Mais avant d'avancer à l'aveugle, il est important de comprendre les termes clés afin de lever tout équivoque. Le professeur Gilles Rist définit le développement comme étant le processus qui sort un peuple de la peur du besoin et de l'exploitation, faisant ainsi reculer l'oppression politique, économique et sociale. Ensuite, selon le dictionnaire Larousse, les institutions sont tout simplement un ensemble de formes ou de structures politiques telles qu'elles sont définies par les droits ou telles qu'elles sont définies par la loi ou la coutume et qui relèvent du droit public. Et enfin, le leadership n'est quant à lui que l'influence qu'exerce une personne sur un groupe de personnes ou un groupe de personnes sur un autre. Dans un de ses discours, l'ancien président Barack Obama a dit « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions ». Nous disons non, parce que ces fortes institutions, elles ne sortent pas du néant. Il faut des hommes forts pour créer des institutions fortes. Alors ce sur quoi mes collaborateurs et moi allons vous instruire est qu'il n'est pas question ici de crise des institutions ou problème de leadership, mais crise des institutions et problème de leadership. Le frein au développement de l'Afrique provient tout d'abord d'une crise institutionnelle qui est conjointement liée à un problème de leadership. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, très cher co-débatteur, bonsoir. Je suis Sié Michael Kambou. Et comme on a coutume de le dire en Afrique, le poisson pourrit par sa tête. Alors commençons par la tête du problème, le leadership. Avant de commencer mes propos, j'aimerais vous dire que j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'état du leadership africain a de quoi vous faire pleurer. Mais s'il vous plaît, pendant que je parlerai, ne pleurez pas. Parce que si vous pleurez, je me mettrai moi aussi à pleurer. L'Afrique. Oui, l'Afrique. Le leadership africain est agonisant. Il est malade. Il est couché dans un hôpital, branché à un respirateur, car il peine à respirer. Nous croyons qu'il était atteint de la Covid-19, mais les médecins nous ont dit que votre très cher leadership souffre de multiples cancers, dont 3 en phase terminale, à savoir le cancer de la corruption, le cancer du détournement des deniers publics et de l'enrichissement illicite, et le pire parmi les tous, le cancer du tripatouillage systématique des textes de loi.
Il est bien vrai que nous parlons de leadership dans une certaine globalité. Mais attention, nous ne fixons pas du doigt que les chefs d'État. Nous parlons de toute une élite politique et administrative qui est aussi bien complice dans cette affaire. Honorable membre du jury, auguste assemblée, si vous le voulez bien. Passons au premier cancer, la corruption. La corruption. Oui, la corruption. Voilà un fléau qui s'est installé en Afrique et refuse de s'en aller. Si et là, on entend des scandales de corruption, mais ils ne nous étonnent plus. Ils sont devenus tels des feuilletons de novellas, des faits divers qu'on voit tous les jours. La preuve en est que le classement Transparency International sur l'indice de corruption en 2021 nous dit que sur les 54 États africains, seuls 6, je dis bien 6, ont atteint la note de 50 sur 100. En langage universitaire, ça veut dire que dans une classe de 54 étudiants, seuls 6 ont validé un module. Quelle classe de cancre vous conviendrez avec moi? L'actualité nous impose de parler du cas au Cameroun, où très récemment, on nous fait savoir que 17 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la Covid-19 s'est miraculeusement évaporé. Où sont passés ces 17 milliards? Corruption. Corruption. Parlons maintenant du détournement des deniers publics. Il n'y a qu'en Afrique encore où quand quelqu'un est nominé à un poste de responsabilité, toute sa famille se réjouit, tous les proches, parce qu'on est sûr que d'ici quelques mois, la situation financière et économique va changer. Non pas à cause des revenus, mais certainement à cause de ce qu'on prend à gauche et à droite. Chers camarades, voilà la situation dans laquelle se trouve le leadership africain aujourd'hui. Mais passons directement au troisième cancer, le tripatouillage systématique des textes de loi. En l'occurrence, le plus important, la Constitution, la grande norma, comme le disent les juristes. Mais pourquoi continuons-nous à l'appeler Constitution? On devrait plutôt l'appeler déconstitution et reconstitution. Avoir l'allure à laquelle elle change de la telle façon qu'on croirait qu'elle a acquis la faculté qu'ont les caméléons de changer de couleur en fonction du bien vouloir des dirigeants qui sont au pouvoir. La preuve en est que quand les constitutions sont changées, quelque temps plus tard, on ne tarde pas à entendre une certaine chanson, les sirènes d'un troisième mandat, taper dans les oreilles des populations. L'histoire nous est témoin. En mars 2020, en Guinée-Conakry, tout près, réforme constitutionnelle, soi-disant par voie référendaire. Quelques 7 mois plus tard, le professeur Alpha Condé réélu pour un troisième mandat. Même chose en Côte d'Ivoire, mars 2020, même mois, modification constitutionnelle, cette fois par voie parlementaire. Octobre 2020, Alassane Ouattara réélu pour un troisième mandat. Mais où allons-nous à ce rythme, chers Africains? Et la question qu'on se pose, mais que font ces institutions qui sont censées se poser en rempart? Hélas, chers collaborateurs, elles sont dans un gouffre bien trop sombre pour apercevoir la moindre lumière à nos institutions. Après avoir souffert de plusieurs AVC, elles sont aujourd'hui bien trop fragiles pour jouer leur rôle de garde-fou vis-à-vis des dérives des hommes. En effet, en Afrique, les réformes institutionnelles sont conduites par les détenteurs du pouvoir pour servir leurs intérêts personnels. Le cas de l'Ouganda illustre bien cela. En 2019, alors que la limite d'âge pour se présenter aux élections présidentielles était de 74 ans, le président Youssefi Museveni, alors âgé de 75 ans à l'époque, n'aurait donc pas pu se présenter aux élections de 2021. Mais, par on ne sait quel miracle, la Cour constitutionnelle a validé la suppression de la limitation d'âge, permettant au tout-puissant président de se présenter une nouvelle fois pour un 6e mandat. Vous connaissez la suite. Il est toujours au pouvoir. Mes chers frères, mes chères sœurs, aucun pays ne peut créer de richesse si ses dirigeants détournent l'économie pour s'enrichir personnellement. Aucun peuple ne peut se sentir en sécurité quand la justice et les forces de police sont aussi malléables, flexibles et corruptibles. Personne ne veut vivre dans une nation où la règle de la loi cède la place à la loi du plus fort et à la corruption. Même si on y sème ça et là quelques élections un peu floutées, ce type de gouvernement doit disparaître. En ce 21e siècle, les institutions fortes, capables et transparentes sont la clé du succès. J'en ai marre d'entendre mes collaborateurs dire que l'Occident nous a volé notre démocratie. Non! La vérité derrière la démocratie est que chaque nation est maître de son destin. Je vous remercie.
chers membres du jury, charmante assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il vous a assez attristé et vous étiez là dans le but de sentir un vent de changement, mais il vous a attristé malheureusement. Comment pouvez-vous parler de leadership sans pour autant même donner une définition du leadership? John Maxwell disait, a leader is the one who knows the way, shows the way, and goes the way. Le leader, c'est celui qui connaît la voie, montre la voie et va suivre la voie. Donc cette Afrique-là a besoin des leaders capables de montrer un vent de changement. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes tous des Africains. Si on considère aujourd'hui que l'Afrique est notre enfant, que notre enfant soit un voleur ou bien une mauvaise personne, l'Afrique reste notre enfant. Si le monsieur vient et dit que nos institutions ne sont pas bonnes, nous sommes des jeunes Africains, nous devons changer quelque chose. Mon cher, je pense bien, même si l'Afrique n'est pas un bon continent, comme vous le dites, mais nous sommes fiers d'être Africains. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a effectivement crise des institutions, mais nous avons besoin de leaders, de gens capables de créer un système africain. Et comme le disait notre cher professeur Samba Dankoko, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisée en fonction d'un but. Un but, c'est le changement. L'interaction dynamique, ça veut dire que tous les acteurs de la société, qu'on soit de la société civile, qu'on soit un simple partisan, ou bien qu'on soit une entreprise, nous tous, nous devons être ensemble. Nous devons travailler ensemble pour le changement de l'Afrique. Nous avons énormément de ressources. Nous avons le capital humain. Et de plus, mon frère l'a si bien dit, le développement africain doit prendre en compte les réalités africaines, la culture africaine. Comme le disait un grand philosophe, comme la terre, avec toute sa richesse, ne peut être productive que si elle est cultivée. De même, l'esprit qui n'a pas de culture ne pourra pas donner de bons fruits. Nous avons besoin d'une Afrique pour tout le monde, une Afrique solidaire. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que l'Afrique a un besoin pressant et crucial d'institutions fortes, il n'en demeure pas moins vrai que de telles institutions ne sauraient jouer pleinement leur mission si elles sont dépourvues d'hommes et de femmes suffisamment formés, suffisamment aptes, suffisamment courageux pour transformer cette force institutionnelle en une force du progrès. Des hommes et des femmes qui soient comme M. Robert Badinter, qui, nommé président du Conseil constitutionnel français, déclara lors de son investiture, je cite, « Monsieur François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer président du Conseil constitutionnel français. Mais sachez dès cet instant que j'ai un devoir d'ingratitude à ton égard. Les mots sont forts. J'ai un devoir d'ingratitude à ton égard. » Ces mots de Robert Badinter nous expliquent de manière implicite que l'indépendance d'une institution comme la justice ne saurait se faire sans des magistrats de bonne foi, sans des magistrats courageux. Car dès l'instant que le magistrat n'est pas prêt à faire preuve de ce fameux devoir d'ingratitude, il ne saura jamais couper le cordon ombilical qui le lie à l'exécutif, qui lie le procureur de la République au ministre de la Justice. Cher public, l'Afrique, notre Afrique, a besoin de leaders, de véritables leaders qui auront une vision politique éclairée. Des leaders qui comprendront que l'Afrique, les Africains méritent mieux. Les Africains voient mieux et les Africains peuvent prétendre mieux. Merci, cher public. Permettez-moi de revenir sur quelques déclarations fallacieuses proférées par nos amis de la FASEC. Nous avons bel et bien défini le leadership, mais vu que vous vouliez tant nous donner votre définition en anglais du leader, vous n'avez pas suivi cela. Il a été publié
que l'Occident bénéficie d'un leader éclairé. Est-ce fondé ou est-ce une imagination de votre part? Cela reste à vérifier car il n'y a point de source. Vous nous avez donné de multiples solutions sans pour autant poser le problème en lui-même. Les solutions ne servent pas tant que le problème en lui-même n'est pas fixé. Maintenant, revenons au plus important. L'une des résolutions au problème du leadership passe nécessairement par le traitement des crises des institutions et du problème de leadership en Afrique. L'Afrique a besoin de leaders engagés et éclairés pour son développement. Ce sont ces leaders qui manquent à l'Afrique pour relever nos institutions et nos sociétés, pour consolider la vision de développement qu'a notre continent. Ce n'est que lorsque nous trouverons ces institutions que nous pourrons soigner et guérir nos institutions qui, depuis longtemps, souffrent de ces maux. Car il nous faut de bonnes personnes au bon poste pour atteindre nos objectifs. Mais, sans éveil de conscience, pourrons-nous réaliser les objectifs qui permettront à l'Afrique d'atteindre le développement? Telle est donc la question à nous poser, chers Africains. Plusieurs années après les indépendances, l'Afrique est en arrière sur la question du développement. Nous sommes tentés de nous demander pourquoi les autres et pas nous. Et la réponse est là. Nous sommes la réponse. Le temps est venu de réveiller le leadership qui sommeille en chacun de nous, de redresser nos institutions. Car l'Afrique, notre Afrique mérite le développement. Et l'Afrique doit recevoir ce développement. Je vous remercie. Auguste Assemblée, nos chers camarades de la FASEG ont essayé de nous faire passer pour des afro-pessimistes. Mais s'ils étaient attentifs, ils auraient su que qui aime bien, châtie bien. Chers Africains, ne soyons plus dupes. Ne soyons plus dupes face à ces promesses et à ces discours de ces politiciens et de ces dirigeants qui, pendant que nous souffrons, eux vivent bien. Pendant que nous déplaçons en car rapide, eux sont dans de gros cylindrés, vitres teintées, climatisés. Pendant que nous mangeons du pinton pour aller étudier, eux mangent du bon tchof et du bon tchep. Non. Ne soyons plus non plus ceux qui mettent tout leur avenir entre les mains des administrations, de l'État, des institutions, et nous ont montré leur défaillance. Elles sont aussi défectueuses que des téléphones troisième main achetés sur le marché, sur le trottoir de Koloban. Non, ce n'est plus le moment. Chers camarades, il est de notre devoir de prendre nos responsabilités. Car le développement dont nous parlons aujourd'hui est un développement endogène qui vient de la base populaire, de vous, de moi, de mes chers amis de la FASEG, même s'ils ont beaucoup théorisé aujourd'hui. Beaucoup, on nous a longtemps appris que le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Mais ils ont oublié de nous dire que le sauveur de l'Africain, c'est aussi l'Africain. Arrêtons d'être le problème, mais devenons la solution. Arrêtons d'être des chercheurs d'emploi désespérés, mais devenons de formidables créateurs d'emplois. Car l'Afrique est notre continent et il nous revient de le développer. Je terminerai rapidement avant qu'on m'arrache brutalement la parole par cette célèbre citation de Thomas Sankara qui disait, je cite, « Nous devons vivre africains. C'est le seul moyen de vivre digne et c'est le seul moyen de vivre fier. » Fin de citation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voici qui met fin à cette première partie. Et tout de suite, nous allons passer à la seconde partie du débat. Cette partie qui va permettre aux débatteurs de nous parler d'un personnage important, de nous parler de quelqu'un qui a été une référence au niveau national comme au niveau international. Ils vont nous parler de Kwame Nkrumah. Mesdames et messieurs, ils vont nous parler de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1906, est mort le 27 avril 1972. Il fut un Ghanéen dans l'ancien Gold Coast. Il fut un homme politique, mais il a fait ses bases dans un village au Gold Coast qui est actuellement le Ghana. Après avoir fait ses études dans l'école élémentaire Chiwata, il devient aussi enseignant dans ce même lycée. Après, il s'exila en 1930 aux États-Unis dans l'université d'Elliston, où il continua ses études. Il fut inspiré par Marcus Garvey et Karl Marx, qui l'ont beaucoup
aider à travers son idée communiste. Il n'a jamais voulu être celui qu'il était, c'est-à-dire un homme politique. Il voulait être enseignant dans sa localité. Avec la situation du Gold Coast, il fut investi comme un secrétaire général du parti de l'époque, le seul parti du Gold Coast. Avec la lutte des indépendances, il fut emprisonné. Après avoir sorti de prison, il créa son propre parti, Convention of People's Party, où il dirigea et accéda à la tête de la présidence. Avant d'être président du Gold Coast, il fut aussi le premier ministre du Ghana en 1957 et 1960. Après avoir accédé à la magistrature suprême de son pays, il fut le premier à s'investir vers le développement du Ghana. Ainsi, il entama des travaux comme l'autoroute de Toma, et ensuite la nouvelle ville de Toma qu'il créa à travers des investitures massives, mais aussi des autoroutes à travers Accra et Toma. Ensuite, des universités comme l'Université des sciences et des technologies d'Accra, qui a été nommée par lui-même Kwame Nkrumah. À travers sa politique, nous pouvons comprendre que l'idéologie de Kwame Nkrumah était panafricaniste, c'est-à-dire de comprendre et de restaurer la valeur de l'Africain à l'unité africaine qu'il a tant prôné, ou même il était devenu l'un des précurseurs de l'organisation de l'unité africaine, qu'il a été l'un des précurseurs. Mais aussi, il aida la Guinée dans sa lutte contre la France pour l'accession à l'indépendance. C'est ainsi qu'il a reçu beaucoup de frustration de la part de son pays. Honorable membre du jury, auguste assemblée, il m'est très difficile de vous parler en 3 minutes d'un aussi grand personnage, un illustre, un grand panafricaniste, j'ai nommé Kwame Nkrumah. Né le 21 septembre 1909 en Gold Coast, ex-colonie de Grande-Bretagne, il effectua tout d'abord ses études à l'université de Achimota et devint ensuite enseignant. Mais à l'âge de 26 ans, il obtint l'opportunité de se rendre aux États-Unis pour continuer ses études à l'université de Lincoln. C'est sur place qu'il côtoya les écrits de Karl Marx et de Marcus Garvey. Et dès lors, naquit dans son cœur la flamme du retour en Afrique et la lutte contre le colonisateur et l'indépendance. De retour dans son pays, il fut immédiatement nommé secrétaire général du premier parti en place. Mais quelque temps après, une manifestation ayant causé la mort de 20 personnes, tous les membres de son parti l'ont dénié et l'ont plutôt chassé du parti, le laissant seul face aux colonisateurs qui l'ont condamné à 2 mois de prison ferme. Mais après cela, il a mis en place son propre parti, le CPP, Convention People's Party, qui a œuvré et qui a lutté jusqu'à l'accession de l'indépendance du Ghana, exactement le 6 mars 1957. Le jour de la déclaration de l'indépendance, il disait dans son discours, je cite, « L'indépendance du Ghana n'aura aucun sens sans la libération de toute l'Afrique. » Et c'est cela qui l'a permis de passer de la lutte nationale à la lutte continentale. Il est devenu le maillon fort de la lutte contre la colonisation sur tout le continent africain. Accra, la capitale du Ghana, était devenue le relais où tous les grands lutteurs contre le colonialisme, si vous me permettez, venaient prendre du soutien, à savoir Patrice Lumumba et Sékou Touré de la Guinée. Il a été parmi les grands fondateurs de l'Union africaine en 1963, qui était à l'époque l'Organisation pour l'unité de l'Afrique. Il a fait paraître son livre la même année qui s'intitulait « I Speak of Freedom », où il disait dans une phrase qui a marqué l'Afrique, je cite, « Divisés, nous sommes faibles, mais unis, l'Afrique pourrait être l'une des plus grandes forces qui amènent le bien dans le monde. » Fin de citation. Cet homme s'est éteint en 1972, après 7 tentatives d'assassinat et 1 coup d'État, parce qu'il avait réussi à se mettre à dos les forces coloniales, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais on retiendra de Kwame Nkrumah que c'est le père
de l'indépendance du Ghana. Et c'est le père du panafricanisme. Je vous remercie. AFI-UE, chers téléspectateurs et chers spectateurs. Je rappelle que nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au sein du campus social, avec comme partenaire le COUD et la DTV. Nous allons tout de suite passer alors à la dernière rubrique, et pas des moindres, CGT, où les candidats devront incarner un personnage soumis par le jury. Monsieur Paffey, qui proposez-vous à CGT? Si j'étais le président de la Banque africaine de développement, Mesdames et messieurs, s'il m'était donné l'honneur d'être le directeur général de la Banque africaine du développement, je ferai avant tout mon possible pour permettre aux États africains d'avoir accès à des financements. La Covid-19 nous a montré que l'Afrique a un problème d'autofinancement. Il a fallu moins d'un trimestre pour que la Fed, la Banque fédérale américaine bien entendu, décaisse 1000 milliards de dollars pour financer le plan de redressement économique. La BCE, Banque centrale européenne, en a fait de même en un temps record. Mais l'Afrique était à la traque pour pouvoir financer par elle-même son plan de redressement. Pourquoi? Parce qu'on nous prête à des taux d'intérêt difficiles à rembourser. Donc, le premier défi serait que ces taux d'intérêt soient revus à la baisse et que la Banque africaine du développement finance à part majoritaire les différentes politiques économiques de nos États. Et non les institutions de Bretton Woods qui certes vont te financer, mais feront de leur mieux pour que tes projets soient, pour que tes marchés soient gagnés par des entrepreneurs étrangers. Et bien entendu, cela crée des externalités négatives. Nos économistes de la FASEC ne me contrediront pas. En outre, si j'étais le directeur de la Banque africaine du développement, je ferai de mon mieux pour que l'Afrique ait une monnaie unique. Oui, il est temps qu'on aille vers l'intégration monétaire. Une intégration monétaire qui ne doit pas se limiter à nos zones comme l'espace UEMOA ou l'espace CEMAC. Non, nous devons penser à une monnaie unique de toute l'Afrique, car c'est le chemin du salut. Honorable public, le défi de l'Afrique en ce 21e siècle est d'ordre économique. Et on ne peut parler de l'économie sans monnaie. Car si on n'arrive pas à contrôler comme il se doit notre monnaie, bien entendu, nous ne serons pas à l'abri de l'inflation, qui, selon Milton Friedman, a une cause principale, à savoir un accroissement assez exponentiel de la quantité monétaire par rapport à la création de richesses. Merci, on la FASEC pour cette dernière intervention. S'il vous plaît, applaudissez encore plus fort. Et on enchaîne pour donner beaucoup de courage à AFI-UE, si j'étais président de la BAD. Bonsoir, chers débatteurs de la FASEC. Bonsoir, cher public. Si j'étais président de la BAD, Banque africaine de développement, il faut savoir une chose. Je ne vais pas trop parler, je vais être dans l'action. Mais n'empêche, je mettrai en avant mes objectifs. Et s'il le faut, il faut savoir une chose. La Banque africaine de développement, par ma voix, ferait déjà de l'Afrique une institution économique seulement en faisant quoi? En distribuant les biens via les banques nationales. À travers ces banques nationales, on va développer une politique entrepreneuriale à travers la jeunesse. Le pourquoi? Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Pour pouvoir émerger, il faut faire des profits économiques. Et comment faire des profits? En passant par la jeunesse est la voie de l'Afrique et du développement de l'Afrique. Ensuite, nous savons qu'il y a une fossée en Afrique. Nous savons qu'il y a une pyramide en Afrique. Il y a les pays du bas. Que notre continent est soumis à
une pauvreté qui est énorme. Il faudra déjà mettre sur la table tous les pays pour pouvoir trouver un moyen unique de pouvoir être compétitif dans le monde. On parle d'économie. Comme il l'a si bien dit, pour faire émerger l'Afrique, il faut une bonne économie, il faut une économie performante. Je m'en vais vous dire une seule chose. Notre banque doit être unique et indépendante. Il faut savoir une chose. Nos banques doivent être autonomes. Et je vais me battre pour qu'on soit autonome et ne pas être des suiveurs derrière l'ordre. Merci beaucoup. Merci, cher public. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce débat de haute facture. Et les deux équipes qui sont là vont se lever et se congratuler naturellement sous vos applaudissements parce qu'ils nous ont donné beaucoup de bonheur en matière de débat intellectuel. Non, je vais procéder à la proclamation des résultats. Et ainsi, nous allons passer au premier match. Monsieur Papfey, entre la FASEG et l'UE, quels sont les résultats qui tomberont? Alors, pour la FASEG, la fille UE, la FASEG, un score de 9,25. 9,25 pour la FASEG. Oui, et pour la fille UE, 11,33. 11,33 pour la fille UE. Qui est le meilleur débatteur du match? La note du match est 10,29. La note du match est de 10,20. Alors, meilleur débatteur ou débatteuse? Camboussier Michael. Camboussier Michael, veuillez vous lever. Meilleur débatteur de ce premier match entre AFI-UE et la FASEG. Madeline is counting on you, Madeline, Africa.